Nous sommes le jeudi 25 avril 2024, ici Danick Julien et votre bulletin d'information qui couvre Port-Neuf et ses environs. Cette semaine, nous recevrons en studio le maire Patrick Bouillet de Deschambault-Grondines pour parler de développement industriel et résidentiel. Plusieurs villes de Port-Neuf participent à des activités importantes pour la protection de l'eau. Nous ferons un retour sur la conférence de lundi. La sœur pédagogique des Jardins de la Chevrotière de Deschambault-Grondines est maintenant en fonction. Charles nous a préparé un reportage et finalement, nous allons parler avec Maxime Naud-Denis de la saison 2024 de la Commission B. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Grondines, la saison estivale est bien active. On peut notamment penser au populaire marché public de Deschambault qui est bien ancré dans la région. Et pour en parler, nous allons justement avoir une entrevue à vous proposer qui a été réalisée aujourd'hui avec M. Patrick Bouillet, le maire de Deschambault-Grondines. Voici cette entrevue. Alors, pour parler de divers dossiers qui touchent Deschambault-Grondines, nous avons avec nous aujourd'hui le maire Patrick Bouillet. Bonjour Patrick. Ça fait plaisir, Danick. Vous allez bien? Très bien, toi? Ça va super bien, merci d'être des nôtres. Je veux qu'on parle de plusieurs dossiers. Bon, la saison estivale, on va parler également là, du développement résidentiel, mais en commençant l'entrevue, j'aimerais qu'on parle des dossiers qui, dans un laps de temps de court terme, moyen terme, occupent le conseil de Deschambault-Grondines. Oui, bien, c'est une bonne question pour amorcer l'entrevue. Est-ce que je te cacherai pas qu'on a quand même de grandes ambitions au niveau du conseil municipal? Depuis le début du mandat aux élections de 2021, on s'était donné un bon programme. Cette année, c'est une année charnière sur plusieurs dossiers. Je te dirais qu'à très court terme, là, je suis quand même assez content et assez fier de dire que dans quelques semaines, là, on va dévoiler la version 3.0 de notre politique familiale et des aînés. Hein? Ça, c'était notre troisième, dans le fond, version de la politique. Ça, c'est un travail extraordinaire qui a été fait par une de mes conseillères, Marianne Lavallée. Je lui lève mon chapeau. Elle a fait vraiment un beau travail avec les bénévoles du comité. On a une politique au goût du jour. Ça va être dévoilé là, dans les prochaines semaines, prochains mois, là, de façon progressive. Là. C'est ça qu'on a convenu. C'était quoi l'objectif de cette politique-là? En fait, si on veut, je vais ramener ça peut-être un peu aux orientations de la nouvelle administration qui est en place depuis 2021. On avait le goût, nous autres, de se rapprocher davantage du citoyen dans la vie de tous les jours, là, essayer de donner une qualité de vie, un milieu de vie de qualité, là, pour chacun et chacune de nos citoyens et citoyennes. Et c'est sûr qu'au niveau famille et aînés, pour nous, bien, ça a toujours été une priorité. Les administrations précédentes également. Et là, on voulait comme changer peut-être un peu la tangente au niveau de la politique. Je ne te cacherai pas qu'on va travailler beaucoup au niveau des communications. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau des communications parce qu'on a senti que dans les consultations qu'on a fait dans les dernières années avec les citoyens, qu'il y avait peut-être un petit peu de travail à faire au niveau communication avec la population. On a quand même mis des actions en place là, depuis 2 ans, mais tout ça va continuer à se développer dans les prochaines années. Puis en même temps, bien, on veut aller chercher l'accréditation municipalité Amis des enfants. Donc ça s'inscrit un peu dans la suite logique de la révision de la politique famille et aînés. Donc ça aussi, là, c'est quelque chose qui va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Là. Alors on est quand même assez fiers de cela.
Je te dirais aussi une autre initiative qui est très récente, c'est pas des investissements comme tels, mais je voulais le mentionner. On s'est doté par règlement d'un comité consultatif en environnement, qui est le pendant environnement du CCU. Alors, on a des comités consultatifs d'urbanisme dans nos municipalités. On peut avoir aussi des comités consultatifs en environnement. Ils ne sont pas légion, là. Je pense pas qu'il y en a beaucoup dans la MRC de Portneuf, même à la grandeur du Québec. La municipalité de Saint-Donat, en Matawini, a été un précurseur là-dedans. On s'est inspiré un peu de leurs travaux. Et là, d'ailleurs, les premières rencontres vont commencer de ce comité consultatif-là. Alors ça, c'est au niveau peut-être plus là, de l'organisation au niveau municipal. Là. Oui. Mais je te dirais que dans les projets, là, notre plus gros projet à l'heure actuelle, c'est celui d'une nouvelle caserne dans le secteur à Deschambault-Grondines, qui va pouvoir desservir les deux secteurs pour essayer d'être davantage conforme au schéma de couverture de risque auquel on doit être conforme. Présentement, on est en étude de terrain. Là. On a ciblé un terrain, mais ça va demander une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Pas un dézonage, mais une autorisation. Et là, c'est la MRC là, qui va faire ces démarches-là pour nous. La résolution a été adoptée à la dernière séance du Conseil des maires. Donc ça va cheminer. Aussitôt qu'on aura eu la réponse de la CPTAQ, ben là, ça va être les études de besoins, plans de vie, etc. Mais pour nous, c'est un gros projet, puis c'est un projet de longue haleine. Je ne m'attends pas à ce qu'on construise une caserne cet automne, c'est sûr. En 2025, peut-être surprenant, mais assurément, d'ici 2026, là, on devrait amorcer le projet si tout va bien. C'est un gros projet, ça. La caserne que vous avez présentement, c'est combien de véhicules, combien de portes, cette caserne? En fait, on a plusieurs véhicules, là, mais je veux dire, il y a comme deux portes. En fait, on a deux casernes. Il y a la caserne secteur Deschambault, qui, elle, regroupe la grande majorité de nos véhicules. Et on a une petite caserne secteur Grondines, qui est près du fleuve, qui, elle, a seulement une autopompe. Là. Bon. Oui. Mais il faut dire que présentement, on a besoin de ces deux infrastructures-là, tant qu'on n'aura pas une nouvelle caserne. Donc, on maintient tout cela. Et le projet, c'est vraiment d'avoir une caserne au goût du jour. On parle d'une caserne standard de 4 portes, là, avec toutes les facilités, les locaux pour les pompiers. On parle peut-être aussi de locaux pour de la formation. Tout ça reste à définir, là. Mais on veut vraiment une caserne qui desserve mieux notre brigade. On a une bonne brigade, là, soit en passant, 25 personnes, des gars, des filles qui sont totalement dévoués. C'est une de nos forces là, chez nous. En parlant de ça, on a un projet qu'on traite en parallèle. On explore vraiment activement avec la REPI la possibilité de se regrouper avec la Régie Port-de-Voie de protection incendie, là, qui présentement est informée des municipalités de Sainte-Christine d'Auvergne, Cap-Santé et Portneuf. Alors, on étudie vraiment la possibilité de se joindre à eux. On a une proposition sur la table qui est quand même intéressante au niveau financier, mais surtout des services qu'on pourrait offrir aux citoyens et citoyennes à la plus-value que ça donnerait pour les citoyens et citoyennes. Donc, ça aussi, c'est en toile de fond, là. Mais ça ne serait pas surprenant que le dossier REPI se règle peut-être plus vite que la caserne, dû justement à ce que je te mentionnais comme démarche. J'ai peut-être une dernière question là-dessus, à propos du dossier de la caserne. Advenant le fait que vous ayez votre nouvelle caserne, est-ce qu'on va fusionner les deux que vous avez en une seule? Est-ce que c'est comme ça qu'on regarde ça en ce moment? En fait, de la façon que ça se passerait, c'est sûr que avec la nouvelle caserne, si tout va bien, il n'y aura peut-être pas nécessité. On ne gardera certainement pas celle du secteur Deschambault, là, dans le village de Deschambault. Dans le fond, celle-là va être transformée en garage municipal. Présentement, on a une toute petite partie, le tiers du bâtiment, qui est là pour les travaux publics. Et on est vraiment à l'étroit, là, puis on a beaucoup plus de véhicules là, au niveau des travaux publics. Donc, ce serait entièrement le garage municipal qui sera occupé par l'édifice actuel, qui s'appelle l'édifice JBH Gauthier, du nom d'un ancien maire de Deschambault. Là. Et l'autre petite caserne de Grondines, là, c'est là, on essaie de voir. Elle est très utile, j'avoue, là, elle est vraiment pratique parce qu'elle est très près du périmètre d'urbanisation de Grondines. Ça sera à voir. Mais c'est sûr que si la REPI arrive avant la caserne, ce qui pourrait arriver, dépendamment, comme je dis, on négocie présentement avec la REPI, là, ce sera à la REPI de prendre ces décisions-là en fonction peut-être des recommandations que nous, on peut faire là, au préalable là, dans les ententes à négocier avec le regroupement. Là. Je comprends. Monsieur Bouillet, on a d'autres dossiers que je veux discuter avec vous. Et là, c'est au niveau du développement résidentiel à Deschambault-Grondines. Comment ça va, le développement résidentiel ces temps-ci? Je te cacherai pas que je regardais les statistiques 2023. On a eu 4 constructions neuves. C'est pas énorme, hein? Alors que dans les 10 précédentes années, c'était entre 8 et 10 de façon assez régulière. Ce qui n'est pas étranger à cela, c'est qu'on a presque plus de terrain là, à vendre là, pour bâtir. Oui, il y a des maisons à vendre à l'occasion, mais je veux dire, quand on parle de terrain pour bâtir une nouvelle construction, on en a presque plus. On les compte sur les doigts d'une seule main ou à peu près, autant le secteur Grondines que Deschambault.
Par contre, on a un nouveau développement qui est dans nos cartons qui devrait commencer là, cette année. Les travaux devraient, on l'espère, commencer cette année. C'est le développement Guilbeault, qui est sur les anciens terrains de transport Guilbeault, dans le secteur Grondines. Alors là, on a un projet de 22 unités d'habitation. C'est essentiellement très éco-familial, avec beaucoup de bigénérationnel. On a également des terrains prévus pour de la mini-maison. OK. Oui, tout à fait, pour favoriser l'accès à la propriété là, pour les jeunes ménages. Alors, on a ce modèle-là qui est sur papier présentement. La firme d'ingénierie a été embauchée. Ils ont déjà commencé à faire leur travail. Si tout va bien, d'ici l'automne, peut-être que les travaux pourraient commencer. Sinon, au plus tard, ça va être au printemps 2025. Et dans ce projet-là, ce qui est intéressant, en plus des 22 unités d'habitation, on a également un CPE de 37 places qui s'installe avec le CPE La Veilleuse, là. Une installation qui serait érigée sur le site justement du développement, avec plusieurs zones de parc. Enfin, c'est un beau petit développement, là. Comme je dis des fois, c'est un peu comme un village dans le village. Oui. Ouais. Et ça va correspondre tout à fait là, aux valeurs là, qu'on a dans le secteur Grondines. C'est une communauté qui est tissée serrée. Alors, on est très développement durable, on est dans l'entraide, etc. Alors, je pense que ça va correspondre quand même pas mal aux valeurs là, du secteur où on implante ce développement-là. Mais sinon, à part ça, on n'en a pas vraiment d'autres terrains. Puis je te dirais qu'en matière de dézonage, là, tu as dû en entendre parler pas mal au niveau de la MRC. La loi 103 qui a été adoptée il y a quelques années par le gouvernement du Québec nous fait mal. Donc, je pense pas qu'on va avoir des dézonages, des demandes d'exclusion qui vont venir dans les prochaines années pour Deschambault-Grondines. Je ne veux pas être un prophète de malheur, là, mais il va falloir travailler avec ce qu'on a présentement. Donc, à part le secteur Guilbeault... Là, là, c'est parce que sans ça, il faudra accroître nos périmètres d'urbanisation. Au secteur des Deschambault, là, on a développé... tout développé ce qu'on avait développé. On avait le développement de la rue Janelle qui est en parallèle au village. Là. Alors, on avait le développement de la rue Janelle, Masson, Montembeault, au-dessus de 125 maisons qui se sont construites là. Mais là, c'est complet. Alors, on n'en a plus. Il faudra agrandir ce périmètre d'urbanisation-là pour aller chercher peut-être 30-40 maisons, mais on ne rêvera pas en couleur. On va laisser la MRC fait beaucoup de démarches politiques avec l'aide des unions municipales, l'UMQ, la FQM. Il y a un bon travail qui se fait. On se croise les doigts et on espère que ça portera fruit pour l'avenir. Le temps file, M. Bouillet. Deux autres dossiers dont je veux parler avec vous. C'est celui d'un projet de bioréacteur de Deschambault-Grondines. J'ai entendu parler de ça. J'avoue pas trop être au courant de ce dossier. Donc, ça se trouve à être quoi exactement? En fait, c'est sûr, je peux pas faire d'annonce là parce que de toute façon, le projet est pas mûr. Là. Je te cacherai pas que oui, il y a une entreprise qui a demandé une option d'achat sur un terrain dans le parc industriel, un terrain de 4 hectares. Alors qu'il y a une étude de faisabilité qui est en cours. Si ça fonctionne bien, oui, ça devrait se concrétiser dans les prochains mois. C'est ce qu'on appelle de la biométhanisation, donc des biogaz. Et ça, je pense que ce que je voulais peut-être mentionner par rapport à ça, c'est que dans le 14 mai prochain, on va dévoiler la nouvelle vision stratégique du parc industriel, qu'on voit davantage comme plus un éco-parc industriel ou un parc éco-industriel. Le type de projet dont tu parles, ça s'inscrira très bien dans cette vision-là, une nouvelle vision du parc industriel. Et en même temps, on va dévoiler le 14 aussi la nouvelle signature visuelle, la nouvelle appellation, si on veut, du parc, qui n'a pas de nom présentement. On dit que c'est le parc industriel de Deschambault-Grondines. Alors, il y aura un nom. Alors, tout ça va être dévoilé le 14. Mais c'est sûr qu'il y a des projets de la sorte, c'est le genre de projet peut-être qu'on va regarder. Deschambault-Grondines a un parc unique dans la MRC de Portneuf. C'est un parc pour de l'entreprise de moyen et grand gabarit. C'est pas fait pour de la PME, comme le parc industriel de Saint-Raymond, Donnacona, Portneuf ou Saint-Marc-des-Carrières. On a vraiment, nous, on a une vocation régionale en termes d'industrie lourde. C'est pour ça qu'on a reçu la luminerie Alcoa chez nous. Là. C'est pour des entreprises de ce genre-là. Alors, c'est sûr que c'est ça qu'on souhaite prospecter dans l'avenir, ramener, dans le fond, le parc là, à sa vocation d'origine, qui est fait pour de l'industrie lourde de plus grande envergure. Et pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un bioréacteur, rapidement, c'est quoi exactement? Ah non, c'est pas compris. Dans le fond, peu importe le type de biométhanisation qu'on fait, que ce soit comme ce qu'il y a à Québec, là, ce qui a été inauguré il n'y a pas tellement longtemps, là, où c'est des déchets domestiques, là, ça peut être également de la biomasse forestière, ça peut être de la biomasse agricole. Ce qu'on fait, c'est qu'on va extraire le méthane, dans le fond, de la biomasse, puis on va injecter ce méthane-là dans le tuyau principal d'énergie, carrément, qui est le distributeur qu'on a au Québec. Alors, c'est vraiment d'aller créer du gaz naturel renouvelable, du gaz naturel vert, qui n'est pas produit à partir de gaz de schiste, par exemple, ou là, ça ne serait pas du gaz naturel vert.
parce qu'il y a une méthode d'extraction qui n'est pas naturelle. Alors, c'est un petit peu ça. Puis, évidemment, ce qui va ressortir de tout cela, c'est un digesta qui peut être récupéré comme fertilisant pour les sols agricoles, par exemple. Alors, je suis sur le projet en résumé, là, mais là, je ne suis pas un spécialiste non plus. Monsieur Bouyer, en terminant l'entrevue, parlons de la saison estivale et du marché public de Deschambault. Il faut savoir que Deschambault-Gondine est bien ancré au niveau touristique quand on est à la saison estivale dans Port-Neuf. Donc, comment ça va à ce niveau-là pour la saison estivale? La saison estivale, bien, ça, c'est pas une année de biennale internationale du lin, parce qu'une année sur deux, c'est la biennale. L'an dernier, c'était un très grand succès, encore une fois, avec des œuvres originales. Donc, cette année, c'est un entre-deux. Culture et patrimoine Deschambault-Gondine nous concocte toujours de belles expositions qui s'inscrivent dans l'intégration des arts contemporains au patrimoine. Ça demeure. Sinon, on a le rendez-vous des arts Deschambault-Gondine, symposium de peinture qui va se tenir première fin de semaine d'août, qui a connu un très grand succès aussi l'an dernier. Et évidemment, l'événement fort de Deschambault-Gondine, c'est le marché public qui devrait se tenir cette année comme à chaque année, tous les samedis durant la période estivale, de 9h à 13h à la place de l'église là, à Deschambault. Et ça va commencer, le premier marché prévu le 29 juin. Et ça se termine, je crois, c'est le 5 octobre. Et donc, à tous les samedis, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est unique. Puis c'est une belle vitrine pour nos producteurs agroalimentaires là, de la région de Port-Neuf. Là. Patrick Bouyer, maire de Deschambault-Gondine, c'est tout le temps que nous avions. Oui. Hey, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, te remercie. Charles Laviolette nous a réalisé un reportage cette semaine sur le Club des Lions de Saint-Raymond qui cessera ses activités cet été en raison d'un manque de bénévoles, mais aussi pour d'autres raisons. Voici son reportage. Après 40 ans d'existence, le Club Lions de Saint-Raymond cesse ses activités. Fondé en 1984, le club a été impliqué dans plusieurs projets dans la municipalité et la région. Parmi les réalisations les plus notables, on peut mentionner la lutte contre la cécité, le développement du transport adapté, ainsi qu'une vingtaine de pièces de théâtre qui ont été réalisées par les membres des Lions pour financer les contributions faites à leur communauté. Nous avons rencontré le Lion Denis Beaulieu, qui a été le président fondateur, ainsi que le dernier président du Club Lion de Saint-Raymond. Il nous a expliqué pourquoi le club a pris la décision de cesser ses activités. Alors, mon nom est Denis Beaulieu et je suis président fondateur du Club Lion de Saint-Raymond en 1984, plus précisément. Et cette année, c'est notre dernière année en tant que Club Lion. Et j'ai été le premier président et je suis le président du 40e année aussi. Alors, on cesse nos activités prochainement, soit le 30 juin. Si on nous demande pourquoi que le Club Lion cesse ses activités, c'est tout simplement que les bénévoles ne sont plus au rendez-vous. Le recrutement est devenu de plus en plus difficile et pour différentes raisons, on doit mettre fin à nos activités. On doit abdiquer, on doit s'avouer vaincu de ce côté-là parce qu'on ne peut pas continuer si les membres ne sont pas au rendez-vous. Ça veut dire qu'on va monopoliser toujours les mêmes, et les mêmes, comme j'ai dit, sont rendus à un âge où on pensait peut-être faire du mentorat éventuellement, puis avoir des nouveaux membres graduellement, puis qui prennent la pôle. Mais comme j'ai dit, on n'a plus de relève. Il y a eu des coûts, par exemple, comme je disais, il y a des coûts reliés à ça. Puis la famille a pris plus sa place. Nous autres, dans le temps, moi j'avais 35 ans quand on a commencé ça. On était plus jeunes, peut-être un peu plus fous, mais on s'est donné à ça, et beaucoup. Mais aujourd'hui, les familles, c'est plus la même. Je veux dire, c'est plus la même game, là, pantoute. C'est plus la même histoire. C'est la disponibilité, l'engagement familial est peut-être plus serré qu'elle l'était dans notre temps. Les Lions, c'est une association internationale. Et puis, c'était essayer d'enrayer enrayer la cécité dans le monde. Mais
il laissait la possibilité à chaque club d'avoir son autonomie. Et là, on s'est dit, il y a des personnes âgées, il y a des personnes nécessiteuses, puis il y a des personnes handicapées aussi. Alors, quand on a vu, on a dit, on aurait notre place pour commencer. Alors, on s'est donné ça comme mission. C'était justifié qu'on ait un Club Lion parce qu'on sent qu'on a fait la différence plusieurs fois. Ce qui était notre nourriture, ce qui était notre raison d'être, c'est de savoir qu'on avait toujours notre place. C'est pour ça que ça a duré jusqu'à aujourd'hui. On a été le premier groupe qui a eu le premier minibus à Saint-Raymond, puis qui a offert par la suite plusieurs autres minibus avec une fondation, la Fondation Berthiaume-Duvy-Tremblay, pour faire un service auprès des personnes qui étaient hospitalisées, puis des visites soit dans leur famille ou soit pour des soins particuliers en ville. Ensuite, on a été le premier groupe à former un comité des bénévoles à l'hôpital. C'est nous qui avons parrainé la fondation de l'hôpital qui est active aujourd'hui. Et on a donné le premier équipement qui a été fait en don. Je me souviens, ça avait été une lampe à fente pour détecter les maladies de l'œil. Lors d'un congrès des membres, il y a un congrès annuel, on a ouvert, on dirait, une possibilité, un projet d'environnement. Et puis, moi, je suis un ancien 4H, là, ça m'a interpellé pas mal. Je me suis dit, on pourrait planter des arbres et laisser un legs à la population par après. Alors, j'ai été à la ville. J'ai demandé si on pouvait avoir un bout de terrain, puis qu'on aurait un projet pour faire des plantations d'arbres. Et il y avait une possibilité d'avoir une centaine d'arbres sur les lieux. À l'heure actuelle, on est rendu, je crois, à l'entour de 80 quelques spécimens. C'est un legs qu'on veut laisser aux autres générations qui en prennent soin et que ça lui donne le goût à leur tour d'en planter des arbres, les arbres qui sont le poumon de la terre. Plus de 350 000 $ sont accordés à 5 municipalités de Portneuf pour les aider à protéger leurs sources d'eau potable et pour leur permettre de gérer des enjeux problématiques aux abords des sources d'eau. C'est deux programmes différents, en fait. Le premier, le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, va bénéficier aux villes de Deschambault-Gondine, Saint-Marc-des-Carrières, Donnacona et Saint-Raymond. De ce programme, il y a 229 000 $ qui sont divisés aux municipalités qui, au départ, n'étaient pas dans l'obligation d'adhérer au programme, mais qui ont tout de même jugé nécessaire de le faire. On entend Vincent Caron à ce propos, qui mentionne également l'implication importante de l'organisme de bassin versant, la CAPSA. Donc 229 500 $ qui sont octroyés à 4 municipalités. Finalement, la municipalité de Deschambault-Gondine et celle de Saint-Marc-des-Carrières qui ont présenté un projet commun, mais je pense que c'est la municipalité de Deschambault-Gondine qui a piloté la demande, la ville de Donnacona, la ville de Saint-Raymond. Les municipalités vont pouvoir se doter d'un plan de protection des sources d'eau potable, définir et planifier la mise en œuvre des mesures de protection et, par ces actions, minimiser, voire éliminer les menaces pouvant affecter la qualité de l'eau potable. Tout ça, donc, comme je le disais encore, grâce à la collaboration de la CAPSA, qui fait un travail depuis des années, personne aujourd'hui ne peut nier cet état de fait, qui fait un travail colossal depuis de nombreuses années, mais à la fois en termes de conseils, mais d'intervention sur le terrain pour protéger notre eau si précieuse dans Portneuf, les plans de... Selon Philippe Dufour, le directeur général de l'organisme de bassin versant, la CAPSA, les villes qui ont emboîté le pas dans cette démarche de protection d'eau potable le font au bénéfice de leurs habitants. Le voici. On a eu des bons mots envers la CAPSA, mais en même temps, qu'est-ce que vous faites?
dans les prochaines semaines. Puis vers où vous dirigez, ce n'était pas une obligation légale du ministère, c'était un programme qui vous permettait d'avoir de l'argent, mais c'est quand même une initiative que vous avez mis de l'avant pour le bien-être de vos communautés parce que ce n'était pas une obligation. Puis ça va amener, c'est sûr, une meilleure eau pour vos citoyens. Donc, on vous félicite d'avoir pris cette initiative-là. Puis d'aller de l'avant. La CAPSA a pour mission d'offrir son expertise à la communauté afin d'harmoniser les enjeux liés à l'eau et les activités humaines. Donc, c'est pour ça qu'on est en soutien avec vous. Vous rentrez dans notre mission. Vous êtes un partenaire très important. Donc, on sera toujours là pour vous soutenir. Puis, plusieurs villes de Portneuf s'alimentent en eau potable à l'extérieur de leur territoire. Et c'est le cas d'ailleurs de Deschambault-Grondines et Saint-Marc-des-Carrières qui puisent toutes les deux leur eau potable à Sainte-Christine d'Auvergne. Bon, alors, selon M. Patrick Bouyer, le maire de Deschambault-Grondines, qui, on se rappelle, était ici tout à l'heure, les sources d'eau en bordure du fleuve Saint-Laurent peuvent souvent être plus compliquées à gérer en raison de la qualité de l'eau. Et c'est une des raisons pourquoi Deschambault-Grondines ainsi que Saint-Marc-des-Carrières prend son eau un peu plus au nord de Portneuf. Nous avons d'ailleurs un extrait lors de la conférence de presse de ce lundi de M. Bouyer. Alors, on l'entend maintenant. Le projet va toucher, quand on parle de protection de sources d'eau potable, c'est dans le fond nos installations, l'ensemble de nos installations. Nos principales installations en eau potable sont situées sur le territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, on a 4 installations différentes là, sur le site de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Et on a également des anciens puits qui étaient là du temps de la municipalité de Deschambault avant la fusion avec Grondines, qui sont situés dans le secteur 3e rang de Deschambault et route Proulx. Alors, pour vous situer, là, la route qui s'en va vers Saint-Gilbert. Là. Alors, on a aussi 2 installations dans ce secteur-là. Alors, c'est ça qui va faire l'objet de mesures particulières, d'élaboration de mesures pour la protection de ces sources qui sont, comme j'ai mentionné, qui sont un patrimoine important pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Juste vous rappeler que déjà présentement, il y a quand même déjà des zones de protection, zones tampons qu'on appelle, là, de protection des différents puits qu'on a sur le territoire. Mais à tout cela, on va bonifier avec d'autres mesures, avec la collaboration justement de la CAPSA. Saint-Raymond et Donnacona font également partie de ce programme. Et du côté du second programme, le programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, la ville de Lac-Sergent a reçu une aide financière de 77 000 $ pour un projet qui en vaut un peu moins de 106 000. Le projet consiste en l'installation de toiles de jute dans les secteurs où le myriophylle à épis occupe plus de 50% de l'herbier en superficie de 100 mètres cubes et l'arrachage de la plante dans les autres secteurs où elle est moins dense. On entend le maire Yves Bédard au sujet de cette opération. Aujourd'hui, le volet qu'on a, c'est le soutien, puis tout le développement du plan s'est fait grâce à la CAPSA, puis c'est un peu nos conseillers spirituels qui nous gardent sur le bon chemin, qui est dans le choix de nos priorités. Cette année, le projet qu'on a présenté est surtout pour le contrôle du myriophylle à épis. On avait commencé en 2019 des travaux pour le contrôle du myriophylle à épis avec les citoyens. C'est un groupe d'à peu près une trentaine de bénévoles qu'on a chaque année qui s'attardent puis qui travaillent pour finir la technique, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à contrôler notre myriophylle. Puis je vous dirais, ça a fait des petits, ça va bien, puis ça se développe rapidement. On a même trouvé des techniques. L'an dernier, juste les citoyens bénévoles ont réussi à étendre pour 2 hectares de toiles de contrôle de myriophylle. Dans le même programme, la CAPSA elle-même a obtenu un montant de 45 000 $ pour protéger la rivière Niagarette située dans le secteur de Saint-Casimir. Ce sera l'opération qui sera mise en place, l'opération Fagot. Voici les détails de M. Dufour. Présenter le projet Opération Fagot, qu'on se demandait un peu c'était quoi. Effectivement, M. Caron l'a bien dit, c'est une technique de génie végétal. Dans le fond, la Niagarette, on a travaillé depuis la fin des années 90, début des années 2000, à améliorer la qualité de l'eau. Vous en avez sûrement entendu parler par le passé. On a travaillé avec les producteurs agricoles à faire des modifications au niveau des pratiques culturelles, à réaménagement des bandes riveraines, faire des modifications au niveau des champs, des ponceaux, des sorties de drains. Mais on voyait les dernières années qu'il y avait encore un constat au niveau de la qualité de l'eau. Elle ne continuait pas à augmenter, mais diminuer un peu ou à être stable. Puis on a réalisé avec une petite étude
qu'il y avait encore beaucoup d'érosion qui était due à la rencontre du cours d'eau et des cours d'eau éphémères, où que la bande riveraine était souvent moins importante. Donc, l'idée, c'est d'aller stabiliser ces secteurs-là avec du génie végétal. Des fagots, c'est on prend du sol qu'on met ensemble et qu'on stabilise dans la terre. Tout pour dire que ça permet de stabiliser. Au lieu de faire d'un enrochement, on le fait de manière naturelle. Puis on revégétalise un peu autour en même temps. Un peu plus tard, on parle avec Maxime Naudeny, le directeur général de la microbrasserie Les Grands Bois, alors que l'entreprise tiendra l'édition 2024 de la Commission B. Restez des nôtres. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh, mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. Depuis peu, l'église de Saint-Léonard de Portneuf a un comité qui s'occupe de la requalifier afin qu'elle puisse perdurer dans le temps. En février 2024, ce comité tenait une consultation publique pour savoir ce que la population voulait faire de l'Église. Cette soirée-là, c'est plus d'une centaine de Léonardois qui ont participé, alors que l'idée d'un centre multifonctionnel communautaire a été prononcée à quelques reprises. Une nouvelle activité organisée par le comité de requalification de l'Église de Saint-Léonard se tiendra le 18 mai prochain. Cette fois, c'est un marché aux puces qui se tiendra entre 8h et 16h. Et le but, c'est de recueillir des fonds et de solidifier l'attachement à l'Église au sein de la population de Saint-Léonard. Ce marché aux puces aura 25 à 30 tables qui seront louées. Il y aura également vente de hot dogs sur place ainsi que tirage d'une Catalogne faite par les fermières de Saint-Léonard, et les profits de ces activités iront justement au comité, selon ce qu'on pouvait lire cette semaine dans le courrier de Portneuf. En plus du marché public, le 18 mai sera aussi l'occasion pour le festif de Saint-Léonard de tenir la fête des semis qui justement aura lieu avec des musiciens, des jeux et de l'animation pour les familles, le tout dans le cadre des du 125e de la municipalité. Finalement, le 18 mai, c'est aussi le moment où Saint-Léonard va inaugurer un frigo communautaire semblable à ce que nous pouvons voir un peu partout dans la région. Nous allons en parler davantage lors de son inauguration officielle. Le centre de coulée de l'aluminerie de Deschambault a obtenu une nouvelle certification nommée ATF 16949. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une certification qui existe pour assurer la qualité des produits d'aluminium conçus pour l'industrie automobile et permet l'amélioration des systèmes de gestion de la qualité. Cette usine d'Alcoa devient la première à obtenir cette certification en Amérique du Nord grâce aux efforts conjoints des équipes de production du centre de coulée, des équipes techniques professionnelles, des équipes des ventes du groupe de transport, des équipes d'approvisionnement et j'en passe. L'usine arrive à produire des lingots d'aluminium qui répondent aux normes les plus élevées. Il en résulte des produits standardisés et fiables que l'industrie peut utiliser avec une grande confiance pour fabriquer les pièces en aluminium qui entrent entre autres dans la catégorie de l'assemblage de véhicules. Du 14 au 16 juin, il y aura dans la région de la capitale nationale le grand défi Pierre Lavoie 2024, alors que plus de 200 équipes de 5 cyclistes vont parcourir les routes du Québec. Et par le fait même,
la région de Portneuf. Le 14 juin, l'étape 2 du défi fera traverser les cyclistes dans le secteur de Neuville. Cette étape débute à 10h38 et se termine à 14h25. Plus tard, la même journée, le défi va passer à Pont-Rouge, Lac-Sergent et Sainte-Catherine entre 20h41 et 1h31. Le 16 juin, entre 11h12 et 14h26, les cyclistes vont traverser à nouveau Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour une autre étape de ce défi. Cette année, le défi a changé comme le parcours a été révisé. Et l'organisation a mis en fait terme au déplacement des 215 véhicules récréatifs qui transportent les équipes à la place. Un village éphémère sera aménagé sur le campus de l'Université Laval à Québec, d'où partiront et arriveront toutes les étapes du parcours. Pendant 3 jours, 215 équipes vont parcourir 1000 km à relais et ce, presque sans aucune interruption. Le circuit sera composé de 12 étapes et auront toutes comme point de départ et d'arrivée ce fameux village éphémère, le village Avril. Tous les cyclistes vont prendre part à la première étape. Ensuite, ils vont se relayer sur les routes de la capitale nationale et des régions avoisinantes. La Commission B fera son retour cette année à Saint-Casimir et c'est également la même fin de semaine, donc du 14 au 16 juin. L'événement culturel où le public peut déguster de la bière artisanale de partout au Québec, encore une fois, a une programmation bien remplie. Pour en parler, j'ai discuté avec Maxime Naud-Denis. Alors, voici cette entrevue. La Commission B fera son retour cette année à Saint-Casimir et c'est entre le 14 et le 16 juin. C'est un événement culturel où le public peut profiter de la musique, déguster de la bière artisanale de partout au Québec. Bon, pour parler de l'événement, nous avons le directeur général de la microbrasserie Les Grands Bois, Maxime Naud-Denis. Bonjour. Salut Denis. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Oui, donc l'édition 2024 de la Commission B, on a retravaillé sur la programmation et ça ressemble à quoi? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, cette année, on y retourne avec un festival qui va se dérouler sur 3 jours. Le vendredi, ça va être une soirée vraiment plus rock. On ouvre le festival avec Bosco Baker dans le parc, juste en avant de la microbrasserie. Puis après ça, ça va se déplacer sur la scène principale avec les Hôtesses d'Hilaire, qui est un groupe de rock acadien. C'est vraiment des bêtes de scène. On a The Budos Band, qui est un groupe américain, un groupe instrumental qui est vraiment, c'est vraiment super. Là. J'invite les gens à aller chercher ce nom-là puis à se déplacer pour voir ça. C'est vraiment une chance de les avoir. C'est la seule prestation là, au Québec cette année. L'année passée, il était au Festival international de jazz de Montréal, puis à la Noce, au Saguenay. Donc, on est bien content d'avoir pu les récupérer cette année. Puis, on finit la soirée avec Grimmskunk, des vieux routiers du rock aussi québécois. Gros nom, qui devrait enflammer la scène principale. Ça devrait être une belle grosse soirée le vendredi. On a plein d'autres surprises. On a des groupes de fin de soirée. On a des groupes qu'on va aller placer aussi entre les shows. On a une autre scène dans un boisé qui est adjacent à la scène principale. Fait que ça va être une soirée pleine de découvertes. Les gens peuvent arriver tôt. On va avoir de la bouffe. Il va y avoir de la bière en masse. Le vendredi, c'est la bière des Grands Bois qui est là. Fait que ça sera pas un problème pour s'abreuver. Le samedi, c'est la journée plus familiale, mais encore là, notre tête d'affiche, c'est Carquois. Fait que ça reste quand même assez rock. Puis on a placé quelques groupes qui bougent quand même un peu plus là, à travers la programmation. On a la chance d'accueillir aussi cette année Marjo, qui va ouvrir juste avant Carquois, puis qui va être précédé de Gab Pocket avant. Fait qu'on trouvait que le fit Gab Pocket, Marjo, c'est un mélange d'époque, mais en même temps, c'est des esthétiques, puis c'est des artistes qui se parlent beaucoup au niveau de leur style. Donc voilà, fait que le samedi, ça va être une assez grosse journée aussi avec Carquois. Il va y avoir plein de microbrasseries qui vont être présentes aussi, comme les autres années, pour abreuver tous les festivaliers qui vont venir. Puis le dimanche, on finit ça dans l'église de Saint-Casimir. Cette année, l'année passée, on était avec des artistes un peu moins connus. Pas nécessairement moins bons, mais on n'était pas avec des projets qui faisaient courir les foules nécessairement, malgré qu'on a eu des super belles assistances. Parce que les gens, souvent, ils restent la 3e journée tant qu'ils essaient de déplacer pour les deux premières. Cette année, on a été chanceux. On va avoir la chance d'accueillir Claude Pelgag en solo piano dans l'église.
Fait que ça va être quand même un très gros rendez-vous. Puis avec ça, à cette performance-là de Clos, on a adjoint aussi un autre artiste international qui est Albin de la Simone, qui est un pianiste français tout de même assez reconnu. Puis dans le fond, lui, il faisait la route au Québec pour venir au Franco de Montréal, qui est un festival qui se déroule en même temps que nous et la semaine suivant notre festival. Fait qu'on a profité de son déplacement pour le faire venir à Saint-Casimir. On est bien contents. Ça devrait être 2 gros shows de piano à queue dans l'église. Maxime, vous avez, dans la commission B, si on regarde l'année passée, il y avait des gros noms québécois. Là, je pense, au-dessus de ma tête, il y avait Québec Redneck Bluegrass Project l'année passée. Là, cette année, vous avez Carquois, vous avez Marjo. Comment on fait pour aller chercher, justement, là, des artistes québécois là, avec des gros noms comme ça pour le festival là, de la commission B? On leur offre des bonnes conditions d'accueil. Je parle ici de cachet, je parle ici d'ambiance d'accueil aussi, de nourriture, d'installation technique aussi. On est des partenaires fiables. Là. On est, oui, tout de même un festival dans un petit village, mais étant donné que ça fait tout près de 9 ans qu'on fait ça, qu'on gère aussi une salle de spectacle avec le Terre des Grands Bois, on arrive à cerner les besoins de ces artistes-là puis à les accueillir comme il se doit. Et si on regarde, on a parlé vraiment de la programmation, mais pour ceux et celles qui sont intéressés par votre événement, oui, il y a de la super bonne musique, mais aussi il va y avoir d'autres bières à déguster. C'est un mini-festival de la bière aussi. C'est ça, le samedi, on invite, dans le fond, près d'une quinzaine de brasseurs. On a aussi une cidrerie. On a la distillerie Ubald qui va être là. On a des gens de Symbiose qui sont des représentants de vin qui vont faire une mini-offre vin aussi. Fait que, puis en plus, on invite 15 brasseries d'un peu partout au Québec qui, selon nous et selon quelques personnes qui nous aident à ces brasseries-là, on trouve que c'est des gens qui font tous des produits d'exception et qui méritent d'être découverts. Fait que c'est la chance au lieu de sillonner le Québec pour aller découvrir ou il y en a beaucoup de microbrasseries. On a comme fait un peu une présélection là. Il va y avoir en masse de plaisir gustatif à trouver du côté Brascol. Il va y avoir aussi des kiosques agroalimentaires. C'est toutes des entreprises de Portneuf qui vont, ou des producteurs agroalimentaires de Portneuf qui vont remplir ce mandat-là. Puis, c'est ça, pour les gens qui vont avoir bien profité du festival, autant au niveau de la bouffe et de l'alcool, il y a 2 campings gratuits, en fait, qui vont être disponibles pour les festivaliers. Puis, les gens avec leur VR ou leur campeur vont aussi avoir un stationnement à disposition. Fait que vous pouvez aller voir sur le site web de l'événement, là, lacommission.ca, en fait, ou sur le site web des Grands Bois, vous allez trouver les liens ou sur les réseaux sociaux. Dans le fond, tous les détails vont être affichés. Finalement, ce qu'on veut, c'est rendre le plus simple possible l'accès au festival. Là. Les gens n'ont pas besoin de se casser la tête. Est-ce qu'il faut que je réserve un camping? Est-ce qu'il faut que je paye des frais en plus? Non, c'est gratuit. L'hébergement est 100% assumé par la municipalité et par l'entreprise qui nous prête son stationnement aussi. Nous, on s'occupe de mettre des toilettes chimiques là, de mettre le minimum de confort si on veut. Puis voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, il y a une belle collaboration, justement, avec la municipalité et les entreprises du coin là, pour que le festival soit une réussite. Ben oui, on peut. Là, sans eux autres, on pourrait pas tenir l'événement qu'on tient. Fait que on est chanceux de travailler tout le monde ensemble. Bien, Maxime Naudeny, je vous remercie d'avoir justement parlé de la commission B. Pour ceux et celles qui veulent justement des billets, comment ça fonctionne par le web? Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Ou Ouais, sur lepointdevente.com. Sinon, vous pouvez aller sur n'importe lequel de nos sites web, n'importe lequel de nos réseaux sociaux. Vous allez trouver le lien là, pour acheter les billets. Si jamais vous n'arrivez pas à prévoir, si jamais vous n'arrivez pas non plus à acheter via le web, c'est possible d'acheter sur place. Il va y avoir de la place à l'entrée le jour même de l'événement pour chacun des jours, dans le fond. OK. Donc, par contre, ça va coûter un petit peu plus cher. C'est sûr que le prix pré-vente est un petit incitatif. Puis nous, ça nous aide aussi à prévoir les infrastructures pour accueillir tout le monde. Fait idéalement, achetez vos billets dès maintenant. Ça va nous aider à prévoir le meilleur party possible. Puis, je voulais dire aussi, n'hésitez pas, s'il y en a qui ont des familles, des enfants, c'est un super événement. On a
les sœurs Kif Kif, qui sont des circassiennes, qui vont présenter un spectacle pour tout public, mais spécialement pour les enfants, durant la journée dans la salle. On a des espaces de prévus pour eux autres. Fait que, vous pouvez emmener vos enfants sans problème, les lâcher là sur le site du festival. Ils vont trouver leur compte, ils trouveront pas ça plate, puis ils s'ennuieront pas. Alors, on le rappelle, c'est du 14 au 16 juin. Maxime Naudeny, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Les festivals de musique traditionnels du Québec bénéficient maintenant de la promotion du Conseil québécois du patrimoine vivant. Une plateforme web a été créée pour que la majorité des festivals de musique trad d'importance soient affichés. De cette façon, les curieux et les amateurs de cette musique pourront parcourir le Québec cet été. Et dans Portneuf, c'est un seul festival qui en ce moment est enregistré. Il s'agit de la Belle Veillée qui aura lieu à Saint-Casimir du 8 au 9 novembre 2024. La première édition de ce festival, on se rappelle, a eu lieu en 2023 alors que plusieurs groupes d'envergure avaient participé, tels que Le Rêve du Diable. Alors on poursuit avec justement un reportage de Charles Laviolette. Il était cette semaine à la serre pédagogique des Jardins de la Chevrotière de Deschambault-Gondine lors de son inauguration. Voici son reportage. L'organisme Solidarité citoyenne Portneuf a annoncé le début des activités de sa serre pédagogique qui est située au Jardin de la Chevrotière à Deschambault-Gondine. Le projet de serre pédagogique vise à développer les savoirs des élèves du primaire et du secondaire, mais également de toute la population. Depuis quelques semaines, des classes d'école primaire ont la chance de pouvoir s'initier au maraîchage biologique avec la maraîchère Geneviève Méran. Il va y avoir 1300 élèves qui vont être passés de la mi-mars jusqu'au 18 juin. J'ai mes derniers groupes le 18 juin. 70 groupes. Il y a 3 ateliers, comme Alain l'a dit. Semi-intérieur, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. On fait toujours une dégustation. Dans chacun des ateliers, il y a un volet dégustation. Pousse et germination, c'est ce que vous voyez, les plateaux qu'il y a là. Donc, je leur fais découvrir un peu comment on peut faire des mini-jardins pendant l'hiver, pendant le printemps. C'est agréable, les jeunes, je leur fais toucher. On utilise vraiment tous nos sens. Ils vont déguster chaque pousse, puis ils vont essayer de trouver là, quelle semence correspond à chacune des pousses. Et ensuite, on fait notre petit jardin de pousses de tournesol. Graines et semences, celui-là, on apprend à récolter des semences. Donc, ils ont un cantalou, un morceau de cantalou, là, ils vont récolter, ils vont laver leurs semences. On parle de l'importance des graines autant dans les plantations, mais aussi dans l'alimentation. Donc, on se prépare une salsa avec des grains de maïs, des haricots, puis je leur fais faire une petite salsa qu'on mange avec des chips. Karine Durocher, directrice générale de Solidarité citoyenne Portneuf, souligne que le projet de serre pédagogique vient renforcer par l'éducation la sécurité alimentaire dans la région. Juste pour vous donner quelques statistiques, en ce moment, c'est 24 % des Québécois qui souffrent d'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, c'est pas nécessairement de ne pas avoir de nourriture dans le frigo, mais c'est quand que la nourriture devient une charge mentale. C'est comme ça prend de la place dans la tête pour jongler, pour arriver à la prochaine paye, pour avoir suffisamment de nourriture pour sa famille. C'est de couper des repas pour que ses enfants puissent avoir de la nourriture. En ce moment, 33 % des gens qui bénéficient d'aide alimentaire sont des enfants. C'est des statistiques qui sont vraiment foudroyantes. Ça a énormément augmenté depuis 2019. Puis, un projet comme les serres pédagogiques, mais également solidaires, permet de cultiver des légumes et des fruits et légumes frais à l'année longue pour pouvoir distribuer dans le réseau d'aide alimentaire. Donc, principalement, les tomates cerises qu'on retrouve ici, ils sont distribués via le programme Collation Santé Portneuf. C'est un programme qui existe depuis 2010 qui veut fournir des aliments santé aux enfants d'âge primaire de l'ensemble de la région de Portneuf. Présentement, c'est 300 enfants qui bénéficient de distributions mensuelles. On est dans 5 milieux différents. Une fois par mois, c'est une vingtaine de collations qui sont données par enfant. L'aménagement de cet espace pédagogique a été rendu possible grâce au soutien financier du Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables, de même que du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf. De son côté, l'organisme Jeunesseur Portneuf assume les coûts d'animation des visites des élèves et un don provenant de la Fondation TELUS permet de couvrir les frais de transport des élèves. On écoute Pascal Rochette, directeur de l'Aluminerie de Deschambault et président du Fonds pour les collectivités durables. Puis moi, je trouve qu'en termes de
de projets de développement durable. C'en est un qui est parmi les meilleurs jusqu'à maintenant qu'on a financé. Ça couvre les 3 sphères du développement durable. Il y a le volet économique, il y a le volet social, puis il y a évidemment le volet environnemental. Donc, bravo, félicitations à ceux qui ont eu cette idée-là. Alors, au retour des nouvelles qui parlent de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, restez des nôtres. La 2e saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les postes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux, Jean-François, t'es vraiment pas l'allure. Faut vraiment pas. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier sondera sa population pour la 6e fois depuis 2008 afin de mesurer son degré de satisfaction à l'égard de certains enjeux municipaux. Il se trouve que Sainte-Catherine travaille présentement à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique et qu'avoir le ressenti de la population est une information vitale à obtenir avant la prise de décision. C'est la firme Léger qui va s'occuper d'effectuer ce coup de sonde. Ce sondage sera réalisé auprès de 300 citoyens de Sainte-Catherine et il coûtera environ 15 000 plus taxes. L'obtention de ces informations est nécessaire pour Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, notamment au moment où le plan stratégique doit être révisé et pour la préparation du rapport d'activité de 2020 à 2024. Toujours à Sainte-Catherine, la ville a renouvelé une entente importante qu'elle avait avec la ville de Lac-Saint-Joseph. Il s'agit de l'entente qui concerne la patrouille nautique sur le lac Saint-Joseph. De cette façon, la ville de Lac-Saint-Joseph peut assurer l'administration, l'organisation, l'opération et toute autre activité relative au service de patrouille nautique à la place de Sainte-Catherine. Il faut savoir que le territoire de Sainte-Catherine touche qu'une petite partie du lac Saint-Joseph, alors que ce sont principalement les villes de Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph qui occupent réellement les rives. Cette entente date du 20 avril 2021. Cependant, Sainte-Catherine a procédé à 2 amendements pour la prolonger. De cette façon, Lac-Saint-Joseph s'occupera de la patrouille pour les étés 2024 et 2025. La ville de Saint-Basile reçoit un soutien financier de 100 000 $ octroyé par le gouvernement du Québec dans le cadre du projet d'aménagement du parc des bâtisseurs. Ce parc est situé à proximité du centre communautaire Ernest J. Papillon et comprend le site de l'ancien cimetière et de la patinoire actuelle qui sera démolie et même relocalisé l'an prochain. Le projet sera en fait un réaménagement total
municipal destiné aux aînés et comprendra notamment des bancs et des balançoires, des aires de pique-nique adaptées, des zones de jeu, donc on parle d'échecs et ping-pong par exemple, des sentiers accessibles qui favorisent les déplacements actifs, un parcours santé qui permet d'organiser des événements de mise en forme, des aires de repos et des bacs de jardinage. Et par ailleurs, l'ajout d'arbres va permettre de contrer les îlots de chaleur et d'ajouter des zones d'ombre en plus d'embellir les lieux. L'ajout d'un éclairage adéquat assurera la sécurité des visiteurs. Enfin, un monument en granit permettra de rendre hommage aux bâtisseurs et aux familles souches de la communauté basilienne. Cette subvention de 100 000 $ provient du PRIMA, le nouveau programme du ministère responsable des aînés dirigé par la ministre Sonia Bélanger, ainsi que le ministère des Affaires municipales dirigé par André Laforêt. De son nom complet, PRIMA veut dire Programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Et pour Saint-Basile, selon le maire Guillaume Vézina, on est bien heureux que justement on puisse compter sur l'appui financier du gouvernement du Québec dans ses objectifs de réaménagement de son îlot de loisirs. Ce coup de pouce va permettre de réaliser un espace paisible, adapté et significatif pour la population et va s'intégrer dans le projet global de réaménagement de l'îlot de loisirs qu'a la ville de Saint-Basile. Chaque année, le ministère du Sport, du Loisir et du Plein Air honore une vingtaine de bénévoles à la grandeur du Québec qui travaillent fort pour dynamiser le quotidien de la population. Le nouveau député de Portneuf, Vincent Caron, invite les bénévoles actifs dans les milieux sportifs portneuvois à participer à l'appel de projet afin de justement participer à la cérémonie qui aura lieu cet automne. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 19 mai. La cérémonie qui se tiendra à l'automne rendra ainsi hommage aux lauréats des 4 volets suivants. On parle du volet régional qui rend hommage à une personne bénévole dans chaque région administrative du Québec. Le volet national qui souligne l'engagement d'une personne bénévole dans le domaine du loisir et d'une autre dans le domaine du sport, engagement ayant une portée provinciale, nationale ou internationale. Le volet relève qui souligne l'engagement de bénévoles de 2 jeunes de 14 à 35 ans, soit dans un domaine du sport et l'autre dans le domaine des loisirs. Et finalement, le volet soutien aux bénévoles qui rend hommage à un organisme et une municipalité ou un arrondissement ayant adopté de bonnes pratiques pour soutenir ces bénévoles ou ceux de son milieu dans le domaine du loisir ou du sport. On poursuit rapidement avec les informations policières. Il faut savoir que 5 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue se sont produites dans les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier durant la semaine du 8 au 14 avril. Les arrestations se sont déroulées dans plusieurs municipalités et ça se trouve à être Donnacona, Pont-Rouge et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Une femme et 4 hommes âgés entre 23 et 43 ans ont été arrêtés par des policiers lors de ces interventions. Et il est possible de noter que l'intervention d'un agent évaluateur en reconnaissance de drogue a été nécessaire dans une des arrestations effectuées à Donnacona. Un échantillon d'urine a d'ailleurs été recueilli dans ce dossier. Sinon, on peut également parler de grand excès de vitesse. Les policiers de la MRC de Portneuf ont intercepté un homme de 19 ans de Saint-Basile alors qu'il circulait à 102 km/h à l'intersection des rues du Bois de l'Ail et des Érables à Cap-Santé. Bon, on rappelle que la limite permise dans ce secteur est établie à 50 km/h. Un constat d'infraction assorti d'une peine de 827 $ et de 10 points d'inaptitude lui ont été remis. Poursuivons, CJSR désire vous informer de nouveaux services qui s'offrent à tous les Portneuvois pour être mis davantage au courant au niveau de l'information portneuvoise. Bon, ça fait déjà quelques semaines et même quelques mois que c'est effectif parce qu'à partir de maintenant, une infolettre est disponible pour tous. C'est accessible directement sur nos réseaux comme sur notre site web cjsrtv.com. Vous voyez défiler à l'écran l'infolettre de la semaine passée. C'est très simple, toutes les nouvelles de la semaine sont là, vous pouvez avoir les extraits et c'est mon collègue Aubert Tremblay qui justement fait la mise en page de cette infolettre-là.
Alors, c'est ce qui complète votre bulletin d'information. Et évidemment, on vous invite du côté de l'improvisation Portneuf-Alouette pour le match de la finale qui aura lieu lundi soir à 19h. C'est gratuit au cinéma de Saint-Raymond. Les équipes jaunes et bleues performeront devant vous. Merci à toute notre équipe pour InfoCJSR, soit Luc, Tony, Carole, Charles, Arthur. On se laisse avec des images de l'éclipse qui, au début du mois, ont fait jaser. Elles ont été prises par Philippe Papillon. Bonne soirée.